Bon ok, cette fois-ci, on change un petit peu de concept et on va vous proposer une vidéo en deux parties. La première, ça sera une histoire absolument insolite qui va parler de milliardaires qui adoraient le montrer un petit peu à la manière de Gatsby le Magnifique. La seconde partie, ça sera un reportage animalier en lien avec ce milliardaire où nous allons vous parler de zèbres californiens et je parle pas de HPI, je parle bien et bien de l'équidé rayé noir et blanc. C'est parti, on y va. William Randolph Hearst, un milliardaire absolument fantasmagorique. Un homme qui était aussi un politicien, puisqu'il a été élu par 2 fois en tant que démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis. Il se clamait être le représentant des travailleurs, mais il finira sa carrière politique en tant que républicain. Cette carrière d'ailleurs, bien que prometteuse, elle a subi quelques échecs. Il s'est présenté à la présidence des États-Unis, et oui, notre très cher Donald n'était pas le premier. Il s'est présenté en 1904, mais évidemment, il a échoué. L'histoire nous dira aussi qu'il a échoué au titre de maire de New York, puisqu'il s'est présenté en 1905 et 1909. Mais peu importe, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va en revenir à sa véritable success story, son American Dream. Hearst, il est d'abord connu pour être un magnat des médias. Il a tout investi dans la presse. Il commence d'abord à San Francisco, puis il se dit c'est à New York que je dois aller. C'est à New York que tout se passe et c'est là que je dois investir. C'est ce qu'il fait. Il investit à New York et il rachète le New York Journal. Rien que ça. Et grâce à son argent familial, il deviendra un géant de la presse. Que dis-je ? Le gargantua des médias. À son top, il possédera carrément 30 différents journaux dans différentes méga-villes des États-Unis. Et d'ailleurs, il a carrément créé la plus grande entreprise de vente de journaux et de magazines du monde. Tranquille. Cet homme, il a eu sur la presse quasiment autant d'impact que Pulitzer. D'ailleurs, ils sont de la même époque, fin 19e, début 20e. Ils se sont livrés peut-être une des plus grandes batailles journalistiques que le monde ait connue. Déjà, ils avaient le même credo, ils avaient la même façon de faire du journalisme qu'on appelle le journalisme jaune, c'est-à-dire que c'est du journalisme à sensation. Pulitzer, lui, il est peut-être un petit peu plus connu que Hearst puisqu'il a un prix journalistique à son nom, un prix qui récompense beaucoup le journalisme d'investigation, entre autres, mais notre Hearst, il a eu lui aussi son moment de gloire puisque le film Citizen Kane a pris Hearst comme personnage principal. He is today what he has always been, and always will be. Hearst, il a trouvé un bon credo, vraiment un super filon, puisqu'il a décidé de créer, littéralement, c'est l'inventeur avec Pulitzer, donc on le disait, du journalisme à sensation. En fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il imprimait des énormes titres qui parlaient donc d'histoires sordides, qui mélangeaient des affaires entre humains, des meurtres, de la corruption. Il imprimait ça en gros titres, il vendait ça, et puis surtout, il pouvait frôler le complet bullshit. Quoi qu'il en soit, William Randolph Hearst est le précurseur de l'obsession des milliardaires au contrôle des médias et donc plus largement au contrôle de la pensée des peuples. Et oui, il avait aussi un rôle dans ces médias, autre que de les détenir. Pour lui, ce qui était important, c'était de contrôler toute la ligne éditoriale politique de tous ces médias. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait un petit peu chaviré républicain, c'est après la Première Guerre mondiale qu'il commence un petit peu à basculer vers la droite dure, et vraiment dure, puisqu'il arriva même à Hearst de demander à ses journalistes de publier des articles pro-nazis, et même de laisser certains hauts dignitaires du Parti nationaliste allemand rédiger 2-3 articles dans ses magazines également. Bon, on a compris, cet homme, il est sujet à la controverse. Pour en revenir un petit peu plus sur sa personne, il est né le 29 avril 1863 à San Francisco et il va mourir en 1951 à Beverly Hills. Cet homme, quand même, il est allé à Harvard. Mais à Harvard, il n'est pas connu pour ses brillantes études. En tout cas, il est spécifiquement connu pour avoir sponsorisé avec l'argent familial des énormes soirées avec plein de bières à l'intérieur de sa fraternité. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote un petit peu rigolote. Il se servait des pots de pudding
comme pot de chambre, et après il les envoyait directement à ses professeurs. Bon, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de vous dire, il est clair que ce monsieur, il ne s'est pas fait tout seul. C'est pas un self-made man, le rêve américain, bon, il était déjà un petit peu là dans sa famille. Il est ce que l'on appellerait aujourd'hui un nepo baby. Désolé pour l'anachronisme, mais vous allez voir, je vais me permettre d'en faire dans cette vidéo. Hearst, c'est le fils d'un homme riche, d'un homme extrêmement riche, un millionnaire, et un millionnaire qui a fait fortune dans les mines d'or. Je vous parle du papa de Hearst parce que, eh bien, il a sa petite importance, notamment pour expliquer pourquoi est-ce que ce monsieur il était richissime, et puis aussi pour expliquer ce dont nous allons parler maintenant, les terres de Hearst et la construction de sa maison et plus particulièrement de son château, le Hearst Castle, qui a été construit à la base sur ce qui était des terres de ranch familiales. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce château, il est absolument délirant. Ce palais somptueux a été construit sur les collines de San Simeon, entre San Francisco et Los Angeles, quasiment à mi-chemin. Il l'a construit sur les collines, en face de l'océan Pacifique, avec une vue franchement extraordinaire. Et ce qui est dingue avec ce château, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on regarde. Est-ce qu'on regarde une église? Est-ce qu'on regarde un temple romain? On n'en sait rien. En fait, il y a de tout. C'est clairement une maison à l'image de son propriétaire, exubérante. En fait, cet homme, en plus d'être un magnat de la presse, un fils de millionnaire et tout ça, c'est un énorme collectionneur. Et un collectionneur qui en a les moyens. Il a carrément des pièces d'œuvres d'art vieilles de 3500 ans, comme cette tête de lion avec un cadran solaire dessus. Et dans cette maison, tout n'est qu'œuvre d'art. Du sol au plafond, en passant par les tapisseries flamandes du XVIe siècle et ce plafond qu'il a littéralement été cherché dans un palais italien de la Renaissance. Il a fait transporter, oui. Et bien sûr, on trouve des tableaux, des sculptures, des amphores romaines et j'en passe. Enfin, vraiment toutes sortes de choses, c'est assez hallucinant. Et moi, personnellement, ce qui m'impressionne le plus, je crois que c'est les piscines. Parce que jamais dans ma vie, je pensais que c'était réel, en fait, que des gens pouvaient posséder ce genre de choses. Elles sont absolument incroyable. Donc il y en a plusieurs de piscines, il y en a intérieure et extérieure. On va parler de la piscine Neptune rapidement, c'est la piscine extérieure puisqu'elle est fantastique. Elle a d'ailleurs été dans le clip de Lady Gaga, Guy. Cette piscine, elle a été construite entre 1924 et 1936, donc elle a mis 12 ans à être construite, d'accord? Elle peut contenir plus d'1 million de litres d'eau. Il y a d'ailleurs un temple dédié à Neptune qui est adjacent à la piscine. Une statue italienne de Neptune qui date du XVIIe siècle est incorporée à la façade ainsi que de véritables colonnes romaines. C'est dingue. De cette époque, il ne reste que 2 vestiges, donc le château dont je vous parle à l'instant, et également un ponton qui est donc sur l'océan Pacifique et qui permettait aux immenses stars comme Charlie Chaplin ou Gary Cooper de venir directement de Los Angeles et de débarquer chez Hearst, puisque eh bien, ce château, il était avant toute chose là pour impressionner les invités. C'était le but de Hearst, impressionner les invités et les recevoir dans cette immense palais. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que je vous ai dit quand même que ce château, il lui ressemble. Il est vraiment à l'image de son propriétaire. Mais pas que, puisque il y a derrière ce château une architecte, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Julia Morgan. Julia Morgan, c'est une américaine francophone et francophile. Elle a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris et elle est littéralement la première femme diplômée d'architecture en France. Elle est diplômée en 1902. Julia Morgan, elle mettra plus de 28 ans à construire ce château et donc le château, il sera construit entre 1919 et 1947. Bon, je vous ai dit, c'est immense. Hearst Castle, c'est 56 chambres à coucher, 61 salles de bain, 19 salons, 51 hectares de jardin, une cuisine centrale, une bibliothèque, des piscines intérieures et extérieures, des cours de tennis, une salle de cinéma, un terrain d'aviation. Et ce qui nous intéresse, nous ici aussi, c'est le plus grand zoo privé du monde en son temps. Donc son but à lui, c'est d'impressionner ses invités. Et il s'est dit, mes objets d'art, mon grand palais, mes piscines,
c'est peut-être pas suffisant, je vais construire le plus grand zoo privé du monde. Il faut dire qu'à cette époque, à la fin 19e, début 20e, c'est la grande mode. Toutes les grandes villes veulent se doter d'un zoo pour montrer leur puissance, pour montrer leur richesse, mais également pour montrer leur puissance coloniale. Parce que oui, on a des animaux extrêmement exotiques, des lions, des éléphants, des tigres et j'en passe, et parfois même pas que des animaux. Je vais pas m'étendre sur le sujet abject que sont les zoos humains, mais sachez que ça a existé. Et notre Willy, du coup, il s'est dit « Let's go, moi je suis super riche, moi je veux aussi mon propre zoo ». Et puis, il en a pas eu qu'un, puisqu'il en a eu deux. Il y en avait un qui s'appelle la ménagerie, où il y avait des animaux plutôt en cage, donc des animaux qui sont dits comme étant plutôt dangereux. Donc on avait différents types d'ours, des ours noirs, des grizzlies, on avait différents félins, des tigres, des lions, des pumas, on avait même un éléphant. Il y a une deuxième partie, Hearst, il s'est dit « J'ai envie que mes invités, quand ils viennent chez moi, ils soient complètement dépaysés, qu'ils reviennent avec la tête pleine de rêves. Et donc, qu'est-ce que je vais leur proposer ? Je vais littéralement leur proposer un safari. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis des tonnes d'animaux, généralement des ruminants. On a eu une harde de biches qui allait jusqu'à 300 individus. Donc dans la harde, ça fait une belle harde quand même. Il y avait des chameaux, des dromadaires, des lamas, des buffles, des kangourous, des mouflons. Enfin bref, imaginez ce que vous voulez. Et bien sûr, il y avait l'animal qui nous intéresse aujourd'hui, les zèbres. Mais ces zèbres, pourquoi est-ce qu'ils sont encore sur les pentes de la colline du château ? Qu'est-ce qu'il est advenu des autres animaux ? Aux USA, mais également dans le monde entier, une énorme crise économique a eu lieu dans les années 30. En France, on l'appelle la crise de 29 ou le jeudi noir. C'est ce que l'on appelle la Grande Dépression. Cette Grande Dépression, donc, elle arrive à la suite d'un krach boursier qui a eu lieu le jeudi 24 octobre 1929 à New York. En gros, aux USA, à cette époque, les spéculations sont trop fortes. Donc, la bourse de New York s'effondre. Les actionnaires perdent tout. Les banques, elles font aussi faillite. Le chômage, il arrive et il arrive dur. Les entreprises, elles sont touchées. En 1929, c'est 29 000 entreprises qui ferment leurs portes et en 1930, 30 000 de plus. Enfin bon, vous imaginez bien que notre milliardaire, lui, il a également énormément de capitaux en bourse et qu'il a beaucoup perdu dans cette crise. Et c'est ça qui va précipiter sa chute. En 1937, le zoo, il commence à être démantelé puisqu'il lui fallait trouver de l'argent et de l'argent plutôt facile et donc effectivement se séparer de ces animaux, c'était ce qui lui semblait être le plus judicieux. C'est donc ce qu'il fait. Mais ça va prendre 15 ans, donc c'est vraiment un temps long. Parce que déjà c'est difficile de vendre les animaux, il les a d'ailleurs pas tous vendus, il en a donné beaucoup à d'autres zoos, notamment les zoos des villes. Cette vente, elle s'est un petit peu terminée en 1958, au moment où l'État récupère le château de Hearst, il reste encore des animaux. Il reste notamment ces animaux qui étaient dans son safari là. Ils ont commencé à se réensauvager parce que Hearst, il avait plus les moyens de les entretenir clairement et il avait plus non plus le moyen d'entretenir les barricades du zoo, donc ils ont commencé à se disperser un petit peu partout. Mais en 1958, il reste des chefs des montagnes, il reste des wapitis et bien sûr les animaux qui vont nous intéresser maintenant puisqu'on va partir en direction de notre petit reportage sur les zèbres. Let's go. On se retrouve à San Simeon en Californie. Nous sommes au pied du château Hearst Castle qui tient évidemment son nom du milliardaire et également qui a donné nom au parc dans lequel nous sommes. Pourquoi les gens viennent ici ? Ils viennent ici pour se promener, ils viennent ici pour profiter de l'océan Pacifique, pour faire des dégustations de vins californiens, mais aussi pour faire des visites guidées de ce château. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien évidemment, ce sont pas les dégustations de vin, même si oui, un petit peu quand même. Ce sont les animaux et plus particulièrement les zèbres sauvages, à l'histoire rocambolesque que je viens de vous raconter précédemment. Une fois que l'État a racheté la propriété en 1956, les zèbres étaient complètement réensauvagés puisque cet homme
hommes n'avaient plus les moyens financiers de s'en occuper. Dans le monde, il existe 3 espèces principales de zèbres. Il y a le zèbre des montagnes, qui ressemble un peu à ceux-là, mais avec une petite houppette en plus. Il y a les zèbres de Grévy, qui eux sont peu nombreux et très menacés. Et puis, il y a les zèbres des plaines, c'est ceux qu'on observe aujourd'hui, et ce sont aussi les zèbres les plus communs, qu'on appelle aussi le zèbre commun. Qui vivent jusqu'à 30 ans, qui pèsent jusqu'à 300 kg et qui mesurent en moyenne 1,25 m au garrot. Actuellement, les zèbres, ils sont là, en totale liberté, bien qu'ils soient dans des enclos. Ils pâturent avec les vaches, mais ils sont 100% sauvages. S'ils veulent sortir des enclos, ils le peuvent tout à fait, et c'est ce qu'ils font régulièrement. Pour eux, c'est un endroit idéal ici. C'est assez plat, ça offre une bonne visibilité, et puis évidemment, il y a beaucoup d'herbe à disposition. Enfin, ils ont aussi des sources d'eau, parce qu'ici il fait très chaud, donc ils ont besoin de boire, même si c'est des animaux qui sont très résistants, mais il y a des sources d'eau comme ce petit lac qui est juste derrière nous là. Et oui, cette vie avec les vaches, il semblerait vraiment que ce soit une bonne chose pour eux. Les zèbres, en fait, ils ne se contentent pas de survivre ici, ils vivent très bien. En 2020, il y avait 126 individus contre 151 en 2022. Donc on voit que la population elle est exponentielle et que ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a eu la chance d'observer des petits bébés trop mignons. Les bébés zèbres, ils ont un super pouvoir. En effet, dès leur naissance, au bout de 20 minutes, ils sont capables de marcher. Ce qui est exceptionnel, mais qui se comprend, puisque on imagine que dans la savane africaine, il faut pouvoir échapper aux prédateurs. C'est un petit peu moins le cas ici quand même. Comme vous pouvez le voir sur nos images, les rayures des bébés zèbres ne sont pas noires et blanches, elles sont marron et blanches. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ces rayures qui ont fasciné les hommes pendant très longtemps et qui continuent de les fasciner, on va vous donner 2-3 explications. À ce jour, il n'y a pas de consensus chez les scientifiques quant à l'utilité principale des zébrures. La première hypothèse avancée concerne l'effet stroboscopique de ces dernières. Lorsqu'un prédateur lance son attaque sur une harde de zèbres, toutes les potentielles proies se mettent à courir dans tous les sens. Les rayures se mélangent, rendant flou le contour d'un individu aux yeux du chasseur, qui aura beaucoup de mal à mener une attaque rapide et précise. Revenons un peu dans le passé pour la seconde hypothèse. Dans les années 1970, des recherches ont pointé le fait que la mouche tsetse, responsable de la maladie du sommeil à laquelle les zèbres sont plus sensibles que d'autres animaux sauvages, est attirée par la vue de larges zones monochromes. Les rayures permettraient ainsi de se protéger du parasite. Il est à ce sujet significatif de constater que les espèces moins exposées à la mouche voient leurs rayures s'estomper. Une autre hypothèse veut que les rayures contribueraient à la thermorégulation, permettant aux zèbres qui broutent pendant des heures de mieux supporter les fortes chaleurs de la savane africaine. Les bandes noires et blanches, par absorption et réflexion des rayons solaires, chauffent différemment, ce qui provoquerait entre elles un flux d'air différentiel à l'origine de tourbillons, engendrant un effet de refroidissement. Ce dispositif leur permettrait d'avoir une température corporelle inférieure à celle d'herbivores de taille similaire. Enfin, les scientifiques pensent que les rayures favoriseraient la cohésion sociale en facilitant la reconnaissance et l'identification de chaque individu d'un groupe grâce aux dessins formés par la robe de ces animaux. 4 hypothèses, mais pas de consensus. Peut-être que la vérité se trouve au croisement de ces 4 pistes de réflexion. Bon, revenons-en à nos zèbres californiens. Les zèbres, ce sont des équidés. Et comme beaucoup d'équidés, c'est des animaux qui ont une particularité lorsqu'ils se nourrissent. Cette particularité, c'est tout simplement que même s'ils se nourrissent sur des plantes qui sont peu nutritifs, ils vont être capables d'emmagasiner un maximum de nutriments. Donc par exemple, quand on voit ici toutes ces herbes qui sont très sèches, pour eux c'est pas du tout un problème, puisque grâce à ça ils arrivent très bien à se nourrir. Donc cet environnement hyper sec, il est très propice au développement des zèbres. Donc ils ont besoin de manger énormément parce qu'ils digèrent beaucoup, on appelle ça du bulk feeding. Quand il s'agit de chasse ou de régulation, on parle pas du zèbre ici dans la loi californienne, on parle plutôt des chevaux et des ânes, ce qui paraît assez logique. La présence de ces animaux sauvages n'est pas du goût de tout le monde, puisque en 2011, 2 zèbres ont été tués par des fermiers, puisqu'ils n'étaient pas contents qu'il y ait ces animaux sauvages qui soient présents sur leurs terres et sur les terres où pâturent leurs vaches. Et c'est dommage, puisque au Kenya, des études ont montré qu'il pouvait y avoir une relation gagnant-gagnant entre des éleveurs, leurs bêtes, et puis les animaux sauvages. Notamment parce que les animaux sauvages protégeraient du surpâturage. Évidemment, on vous met tous les liens en description. Il est vrai que pour les zèbres, la savane est beaucoup plus dangereuse que les plaines californiennes. Mais il y a quand même des prédateurs ici, et je pense notamment aux pumas,
qu'on appelle aussi le mountain lion en anglais. Et le puma, lui, il va prédater notamment sur les jeunes zèbres. Donc ça, c'est une des principales menaces pour le zèbre ici en Californie. Même si, évidemment, la principale menace, c'est l'homme. On l'a vu par les fusils, mais aussi par la route. De nombreux zèbres se sont fait renverser ici. C'est malheureux, mais c'est toujours le cas. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans nos vidéos. Bon, on reste plutôt optimiste pour ces zèbres, hein, puisque c'est des animaux qui sont très adaptables. En Afrique, ils vivent dans des déserts qui sont très secs, très arides et surtout très chauds, mais ils peuvent aussi vivre dans des montagnes avec des climats beaucoup plus frais. Pour eux, le climat californien, c'est quelque chose qui va être vraiment tolérable. D'ailleurs, le changement climatique ne devrait pas vraiment être un problème pour ces zèbres de Californie, sauf si les pluies de forage qui sont très présentes dans la région viennent à détruire l'environnement. Ça, c'est clair que ça va être un peu plus compliqué. Avant de vous laisser sur des belles images de zèbres, on aimerait vous poser une question. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo, tout ça, à la partager. Vous connaissez la chanson, si ça vous plaît, ça nous fait toujours plaisir. Donc la question, c'est de savoir si l'homme, il doit intervenir vis-à-vis des espèces qui s'adaptent face au changement climatique et qui, en s'adaptant, auraient une incidence sur la biodiversité actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre en commentaire, on vous remercie, on vous dit bye bye. Ciao.